Donc, je vous amène, je pense, un peu ailleurs. Moi, mon background, c'est la psychologie communautaire. Donc, au lieu de travailler avec les individus, on travaille plus avec les communautés pour promouvoir le bien-être des communautés en travaillant avec elles à changer les structures sociales dans la société. Et je m'intéresse à voir l'intégration de la psychologie positive et de la psychologie communautaire. Pour commencer, la petite histoire de Rosetto. Est-ce que quelqu'un ici connaît Rosetto? OK, il ne faut pas le dire, c'est comme un punch. Il ne faut pas dévoiler tout de suite le punch. OK. Rosetto, c'est une petite ville d'à peu près 1600 habitants, si je me rappelle bien, en Pennsylvanie, aux États-Unis. C'est une ville principalement où il y a des Italiens qui sont arrivés à la fin au 19e siècle. Donc, c'est surtout des Italiens qui vivent dans ce petit village-là. Et en 1960, si je me rappelle bien, il y a des chercheurs qui se sont intéressés à cette petite ville-là parce on revient un peu dans le thème là, de la santé physique. Là. Les chercheurs se sont rendus compte que les habitants de cette petite ville-là, ce petit village-là, avaient une meilleure santé du cœur et présentaient des taux de maladies cardiaques beaucoup plus faibles que dans les villages avoisinants, qui ne sont pas des villages italiens où la population est surtout italienne. Selon vous, qu'est-ce qui se passe à Rosetto? Qu'est-ce qui se passait à Rosetto? Pourquoi? Sens de la communauté. OK, tricoté serré, le régime alimentaire méditerranéen. Le vin, oui, le vin. Moi, je ne suis pas en santé publique, je ne connais pas trop l'effet du vin, mais je suis comme, c'est bien, en tout cas, c'est le fun. Ça crée des émotions positives. Dernier essai, le partage d'entraide. Les gens marchaient beaucoup. Ah, mais vous êtes quand même bon pour des psychologues. Pour des psychologues traditionnellement cliniciens, ou plutôt. En fait, c'est ça. Hey, vous êtes très bon. Bon, parce que habituellement, les gens vont dire, il y a quelques personnes qui l'ont dit quand même, des facteurs liés aux habitudes de vie, à la diète, à l'activité physique, à la génétique, à la région, peut-être qu'il y avait quelque chose de particulier dans l'eau, ou je ne sais pas trop. Bien, les chercheurs ont réussi comme en anglais, on dirait « rule out » ou éliminer, merci, chacune de ces explications-là en comparant les participants à d'autres communautés similaires ou, par exemple, aux personnes qui proviennent du même endroit en Italie au point de vue génétique, etc. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le principal facteur, l'ingrédient secret, c'était lié beaucoup au sentiment de communauté. C'est ce qu'on a appelé le Rosetto Effect. C'est le sentiment de communauté et l'impact du soutien social et d'une communauté tricotée serrée sur le bien-être et la santé physique dans ce cas-ci. Plus particulièrement, ça se traduisait par une structure au point de vue de la façon dont la ville était aménagée. La structure physique et la structure sociale favorisaient plus les échanges entre les gens. Un mode de vie plus familial, par exemple, plusieurs familles qui habitaient sous un même toit, la communauté était plus engagée, beaucoup d'organisations civiques, organisations communautaires, par exemple, et aussi des valeurs plus égalitaristes, des valeurs qui promeuvent l'entraide et l'égalité, le partage des ressources. C'est ce qu'on appelle l'effet Rosetto. Et qu'est-il arrivé à Rosetto par la suite? Parce que ça, l'enquête était en 1960 à peu près. Selon vous, bien, on a un peu la réponse ici. Bien, c'est ça, c'est que les études plus récentes ont montré que l'effet Rosetto a été amoindri parce qu'il y a eu l'urbanisation. Les gens, même dans ces petites villes-là, ont commencé à pourchasser ou à vouloir atteindre le American Dream. Il y a aussi les villes qui ont été réaménagées de façon plus favorisant moins les échanges entre les gens, etc. Et donc, on ne trouve plus autant cette différence-là entre les habitants de Rosetto au point de vue du risque de maladie du cœur versus les habitants des communautés avoisinantes. Tout ça pour dire, et c'est l'introduction de ma présentation, après 4 minutes 46, que la santé et le bien-être sont influencés donc par des facteurs sociaux, aussi des facteurs physiques, la façon dont la ville, dont nos maisons sont aménagées, etc., et la façon dont les relations qu'on a avec les autres.
C'est ça que moi, j'appelle l'écologie sociale. Et ben, ça ne vient pas de moi, je n'ai pas créé ce terme-là. C'est ça qu'on appelle l'écologie sociale. Donc, au-delà des facteurs individuels, mais je suis honnête, hein? Au-delà des facteurs individuels, il faut s'intéresser à l'écologie sociale. Et, mais est-ce qu'on le prend vraiment en compte en psychologie positive? Je sais que ce matin, Charles Martin a dit « Ah oui, il y a les 3 niveaux, il y a les institutions, les traits, les groupes, les individus. » Donc, ce n'est pas individualiste, la psychologie positive. Je ne vais pas partir de gros débats, mais je veux juste dire que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est pas parce que... C'est pas parce que c'est écrit dans le texte de 1998 qu'on va s'intéresser aux institutions qu'on le fait suffisamment à mon goût. Et moi, aussi, je me considère aussi comme un chercheur en psychologie positive, fait que je me critique moi-même, c'est amicalement, envers moi-même. Si on regarde les principaux construits qui ont été étudiés en psychologie positive, c'est une revue de la littérature qui a été faite en 2015. Ça a peut-être changé un peu depuis, mais voyez les construits étudiés les plus souvent, les concepts, le bien-être, les forces, l'espoir, la gratitude, la résilience, la croissance, le mindfulness, la spiritualité. Qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous regardez ça? Il n'y a quasiment rien de social. Peut-être un peu la gratitude, où on exprime, mais ça reste quand même dans les relations plus proximales, souvent. Donc, on s'intéresse surtout à l'individu. Bon, y a-t-il quelque chose qui vous apparaît étrange dans ce graphique-là? L'individu flotte dans un néant. Mais au sens propre, comme au figuré, on est dans un espace probablement physique. Il n'y a pas le néant. Mais au sens aussi figuré, il y a des relations, il y a des gens autour de nous, puis différents niveaux de structures sociales qui peuvent influencer notre bien-être. Et est-ce que vous connaissez tous le modèle de Bronfenbrenner? Je peux le résumer, là, mais c'est l'idée que le bien-être de l'individu, le développement des individus, leur fonctionnement optimal, est influencé par l'environnement à différents niveaux. Donc, les environnements plus proximaux, le milieu de vie, le travail, l'école, la famille. Et ces environnements-là sont eux-mêmes englobés dans un environnement qui est un peu plus intangible, c'est par exemple les politiques publiques, et encore plus intangible à un niveau plus large, les valeurs et les normes dans la société. Et à plusieurs des niveaux proximaux, il y a aussi l'environnement physique. On peut penser au milieu de travail, les gens, le climat social, mais aussi comment l'aménagement physique de ces milieux-là influence le bien-être. Jusqu'à maintenant, si on regarde les travaux en psychologie positive, il y a des choses surtout sur l'individu. Le milieu de travail, il y a quand même beaucoup de travaux qui se font. La famille aussi. On pourrait rajouter l'école comme le milieu de travail des enfants. Mais si on regarde à ce qui est comme à un niveau un peu plus large, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Alors qu'on sait, comme par exemple l'exemple de Rosetto, c'est un exemple poignant, c'est plus pour la santé physique, mais qui montre que c'est pas juste des fois les facteurs individuels, ça ne fonctionnera pas. Quand même si la société ne fait pas en sorte que les gens peuvent adopter, par exemple, de bonnes habitudes de vie, s'il n'y a pas de sécurité alimentaire, s'il n'y a pas à proximité des légumes frais accessibles à coût raisonnable, bien, quand même qu'on fait de l'éducation aux gens pour leur dire de bien manger, ça ne fonctionnera peut-être pas. Donc, mon idée, c'est un peu de transférer ça à ce qu'on fait en psychologie positive. Donc, différentes critiques. Bon, la psychologie positive, c'est des critiques qui ont été établies, que d'autres chercheurs ont mentionné, fait que je vais juste les passer en revue. Je me désengage complètement. La psychologie positive, plusieurs chercheurs ont mentionné que c'était quand même individuel plutôt. Aussi, la transaction personne-environnement, on regarde souvent l'influence d'un groupe sur la personne, mais on ne voit pas beaucoup la transaction entre la personne et son environnement, le pouvoir des gens de changer leur environnement, de changer leurs conditions de vie, etc. Encore moins l'environnement physique. Il y a aussi quand même un danger de blâmer la victime. Si on dit que le bien-être, c'est seulement une question de traits, de traits comme l'optimisme, etc., ou ça veut-tu dire que si je ne suis pas heureux, c'est de ma faute, parce que c'est nécessairement de ma faute, parce que je ne suis pas optimiste, je n'ai pas le trait de gratitude, je n'ai pas le trait, etc. Donc, il y a quand même ce danger-là. Et puis, je comprends que des fois, c'est plus nuancé. Quand on lit un article scientifique, dans la discussion, ils vont nuancer ça, mais il y a quand même le danger associé au message général que les gens retiennent. L'idée que le bien-être peut promouvoir un peu la psychologie positive, des fois, ça donne l'idée que ça promeut le bien-être à tout prix, même des fois dans des conditions difficiles.
mais une personne qui vit un drame, on l'a vu tantôt avec Brigitte, bien, des fois, c'est pas toujours... Oui, la croissance post-traumatique, ça peut être un, un résultat ou quelque chose qui va découler, mais ce n'est pas nécessairement le bon moment de dire ça à la personne, nécessairement de façon très directe à la première rencontre. Il y a aussi l'idée que la psychologie positive est un peu parfois coercitive. Par exemple, il y a des programmes de mindfulness dans les écoles, c'est de plus en plus en vogue. Mais ce chercheur-là, ben lui, ce qu'il trouve, c'est que des fois, c'est perçu un peu comme une panacée. On va faire du mindfulness partout. Puis j'ai rien contre le mindfulness. Je vois Simon Grégoire. J'ai rien contre le mindfulness. Mais c'est juste un exemple que c'est pas nécessairement, surtout certains programmes qui sont très généraux, pas nécessairement adaptés aux individus. Et il y a aussi l'idée que c'est pas très transformatif. Dans la psychologie communautaire, l'approche qu'on prend généralement, c'est d'essayer de travailler avec les forces des communautés pour essayer de travailler avec elles pour transformer les structures sociales pour qu'elles soient plus favorables au bien-être. Mais ce qu'on fait souvent en psychologie positive avec des interventions individuelles, des fois, on peut renforcer plutôt le statu quo dans la société au lieu de changer des fois des causes de mal-être ou des causes, des barrières au bien-être dans la société. Bien, on va travailler plutôt sur les traits de la personne ou les facteurs individuels. Donc, l'idée d'aller vers une approche plutôt écologique. L'approche écologique, je vais passer très vite là-dessus, c'est pas nouveau, ça vient de plusieurs domaines, en psychologie du développement. Il y a aussi la psychologie communautaire, environnementale. Malgré que ces champs-là ont eu beaucoup d'influence, ont été populaires au départ, si on regarde dans les travaux publiés, par exemple, ici, c'est une étude qui a été faite dans les textbooks, les textes d'introduction en psychologie. Ces champs-là qui s'intéressent plutôt à l'écologie et comment ça influence le bien-être, l'écologie sociale, je ne parle pas de l'écologie juste la verdure et tout, c'est juste pour être clarifié, mais ces champs-là sont peu cités dans les textbooks d'introduction en psychologie. Ça veut dire qu'il y a des étudiants qui sont formés avec, par exemple, un bac en psycho qui n'entendront jamais parler peut-être d'aucun de ces champs-là dans certaines universités. Quelques principes socio-écologiques, c'est l'idée que l'écologie sociale, ce sont des environnements physiques, sociaux et interpersonnels. La personne est toujours un peu en transaction avec son environnement. Puis la transaction doit être étudiée un peu de façon holistique. Ça veut dire qu'on étudie la personne, mais aussi l'environnement, puis leur influence réciproque. Puis le bien-être est vécu lorsqu'il y a une congruence entre la personne puis l'environnement, entre ce que l'environnement peut nous donner à la personne et les aspirations et les besoins de la personne qui peuvent varier d'une personne à l'autre. Mais ça pose la question de comment on peut étudier cette congruence-là. Un modèle que j'aime beaucoup, c'est le modèle des projets personnels. C'est l'idée qu'on va s'intéresser à voir ce qui intéresse vraiment les gens dans la vie, ce qui les passionne, ce qui les motive. Puis après ça, on peut aller poser des questions sur comment votre environnement de vie, à différents niveaux, proximal, mais aussi la société, les lois, les politiques, comment ça facilite la poursuite de ces projets-là ou comment ça l'entrave. Un projet personnel, juste pour simplifier, il y a plusieurs synonymes, des buts, des préoccupations, etc. C'est l'idée, ça peut être des choses simples du quotidien, comme mon projet aujourd'hui, c'est de faire une présentation en 20 minutes sans mourir, parce que j'ai de la misère à respirer. Mais mon projet, ça peut être aussi à plus long terme, à plus long terme, ça peut être travailler pour pratiquer d'avance les présentations pour être certain de rentrer dans le temps. C'est pour montrer que ça peut être varié, puis ça peut toucher différents domaines de vie, les relations avec les autres, le travail, l'école, etc. Et le modèle que j'utilise, qui est le modèle socio-écologique des projets personnels développé par Brian Little, ce qui suggère, c'est que c'est à travers les projets que la personne entre en contact avec l'environnement et c'est ces projets-là qui vont promouvoir ou nuire au bien-être. Donc, optimalement, on cherche à créer dans la société des conditions favorables qui vont soutenir les projets des gens, en prenant en compte, c'est complexe parce que les projets varient d'une personne à l'autre. Fait comment on peut arriver à comme un certain équilibre et à favoriser le bien-être du plus grand nombre en soutenir les projets du plus grand nombre d'une certaine façon. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que là, c'est une force de la psychologie positive. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce genre de modèle-là, souvent, le modèle de la congruence personne-environnement s'intéresse
la congruence entre les traits de personnalité et l'environnement, mais pas beaucoup les forces. C'est surtout des traits souvent négatifs, par exemple le névrotisme, etc. Donc, c'est là aussi où on peut intégrer les forces dans notre analyse. Comment les forces de la personne peuvent-elles l'aider à, par exemple, bâtir ou créer un environnement qui va être favorable à ses projets? Si je suis une personne ingénieuse, bien, peut-être c'est très basique, là, mon affaire, c'est un environnement proximal, mais je vais peut-être être capable d'aménager plus facilement mon bureau pour qu'il réponde à mes besoins puis que je puisse réussir mon projet de finir ma thèse. Si je suis une personne généreuse, je vais peut-être plus être en mesure, ou qu'il y a de la gratitude, de me faire des amis qui vont soutenir pour la réussite de mes projets. Je regarde les gens que j'ai critiqués, là, je vais être vos amis. Et il y a toute une méthode, je ne vais pas passer trop de temps, pour mesurer les projets des gens. Ça peut être fait par un questionnaire ou en entrevue. Puis ça peut être aussi ça peut même être utilisé avec des groupes ou en clinique où on demande des gens quels sont vos projets et quelles sont différentes dimensions de l'environnement qui soutiennent ou entravent vos projets. Comme ça, on peut avoir une sorte de diagnostic de la congruence personne-environnement d'un individu ou d'un groupe. Et on peut avoir de l'information pour créer des environnements plus favorables au bien-être des gens. En application, je sais, j'ai juste 3 minutes. On va prendre juste un exemple. OK, le premier. Jenny vit en couple avec Jocelyne. Vous voyez, c'est très bilingue, Jenny et Jocelyne. Ce sont deux personnes très aimantes, une force, l'amour. Leur plus grand rêve est d'adopter un enfant à l'international. Ces personnes-là vont vous voir en clinique privée. Ils vont pas bien, sont stressés par tout ça. Qu'est-ce que vous leur conseillez? OK, vous voudrez sûrement avoir plus d'informations, mais on n'a pas le temps. Qu'est-ce que vous leur conseillez? On s'en fâche pas dans les détails à 4h30. OK, personne ne veut se mouiller, mais j'espère. C'était juste pour vous dire que là, vous n'avez pas toute l'information, c'est le piège. Mais ce qui est le détail qui manque, c'est que si on s'intéresse au projet des gens, on leur demande c'est quoi votre projet, c'est d'adopter à l'international. Bien, puis on creuse, on se rend compte que les couples LGBTQ ou les couples lesbiennes ou gays, il y a plusieurs pays qui ferment la porte, que les politiques sociales ne permettent pas l'adoption par des couples à l'international. Ce qui amène l'idée que, bon, on aurait pu travailler avec ces gens-là on peut travailler avec ces gens-là et leur dire, bon, mais soyez optimistes, ça va peut-être fonctionner. Ou essayer d'être ingénieux puis trouver une autre solution. Puis, je veux dire, à court terme, c'est pas mauvais parce que ça ne changera pas demain matin. Mais si on voit ça dans une perspective plus globale, je veux juste que vous sortiez d'ici avec l'idée qu'en psychologie communautaire puis dans d'autres champs, on peut travailler, s'intéresser à ce qui motive les gens puis à voir comment on pourrait changer la société ou viser à des changements plus structuraux dans la société. Parce que certaines recherches, une étude spécifiquement qui a été faite sur ça, les projets de couple des personnes qui sont dans des couples de même sexe. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les gens dans les couples de même sexe perçoivent davantage de barrières à leurs projets conjugaux ou de couple que les gens qui sont dans des couples ou des relations hétérosexuelles. Et cette barrière-là perçue, c'est des barrières que ce soit de la dévaluation par les autres gens, le jugement des autres, la discrimination, mais aussi des barrières dans les politiques publiques. Ces barrières-là expliquent la différence de bien-être qu'on observe souvent entre les couples LGBTQ et les couples hétérosexuels. Ça contribue à expliquer ça. Donc, c'est un facteur important si on veut vraiment avoir un impact sur le bien-être, à prendre en compte les politiques publiques. Je vais passer les autres exemples, mais c'est d'autres exemples d'autres groupes un peu marginalisés, les personnes qui vivent en logement social, les personnes qui vivent avec des incapacités physiques ou des troubles de santé mentale. Dans mon programme de recherche, avec d'autres collègues, on travaille beaucoup à s'intéresser à leur projet, leur bien-être et comment l'environnement à différents niveaux peut soutenir leur bien-être, comment on peut travailler avec elles pour améliorer leur bien-être. Parce qu'il faut se rendre compte que le bien-être de certains groupes, certaines communautés marginalisées est injustement plus faible que le bien-être des groupes majoritaires dans la société, en raison, entre autres, de la stigmatisation qu'ils vivent, qui a un impact sur leur niveau de stress, par exemple, et à long terme, qui amoindrit leur bien-être. Et les facteurs
auxquels on s'intéresse souvent, ce seront les stresseurs interpersonnels, etc., mais rarement les stresseurs plus structuraux, les politiques, etc. Oh, j'ai fini quasiment. Si on retourne à la Déclaration universelle des droits de l'homme, disait que toute personne, en 1948, que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille. On voit que ce n'est pas le cas, malheureusement, encore dans la société pour certains groupes marginalisés. Puis je pense que la psychologie positive, vu que le bien-être nous intéresse, ça devrait être aussi quelque chose sur lequel on devrait travailler ou auquel on pourrait contribuer. Le bien-être, ça peut être aussi conçu en psychologie positive comme une affaire de justice. Les groupes marginalisés, les groupes opprimés vivent des conditions injustes dans la société. Par contre, ce n'est pas parce qu'ils vivent des conditions injustes qu'elles sont de façon fataliste, vouées à vivre un niveau moindre de bien-être. En travaillant ensemble, on peut, nous, en tant que psychologues positifs, par exemple, travailler avec ces communautés-là pour transformer les structures sociales avec elles pour qu'elles soient davantage favorables à leur bien-être. Et en conclusion, j'aimerais juste rappeler, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Seligman, je pense qu'il s'appelle Flourish, publié en 2011. Seligman disait, en 2051, 51% de la population devrait être épanouie. Ça devrait être notre but aux psychologues positifs. Je vous pose la question, si on continue avec ce qu'on fait, qui vont être les 51% qui vont bénéficier de la psychologie positive, qui vont être épanouis? Puis comment éviter que les 49%, parce qu'il en reste 49%, mathématiques, comment éviter que les 49% ne soient encore et toujours les groupes qui sont injustement marginalisés? Fait que je vous invite à réfléchir à ça.